Est-ce qu'on peut réellement, Emmanuel Grégoire, se dire qu'avec l'encadrement des loyers, on peut tenter, je dis bien, tenter pour toutes les municipalités, les grandes municipalités du pays d'ailleurs, d'endiguer finalement l'inflation des loyers? Alors, la réponse est oui, mais c'est pas la solution miracle, c'est une évidence. Pourquoi c'est oui? D'abord parce que les études montrent que ça marche plutôt bien et que le reproche qu'on faisait a priori à l'encadrement des loyers, c'est que ce serait un phénomène désincitatif à l'investissement au profit du locatif. Ça ne s'est pas traduit à Paris. Il faudra voir dans la durée, mais ça ne s'est pas traduit. Mais ça ne s'est pas traduit aussi pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire que l'encadrement n'est pas totalement respecté. Pourquoi? Parce que la loi prévoit un dispositif dérogatoire à l'encadrement des loyers qui permet à un propriétaire... Complément de loyer, oui. Voilà, complément de loyer pour des raisons qu'il justifie comme il le souhaite, grosso modo, mais qui peut être un petit balcon, une orientation, etc. La loi prévoit, mais la loi me semble un petit peu souple. Du coup, il y a des dérogations massives par des compléments de loyer. Mais grosso modo, on voit que ça tasse l'évolution, mais que ce n'est pas un élément suffisant dans le déficit structurel entre l'offre et la demande à Paris. Donc, nous sommes évidemment pour le maintenir, pour le suivre, pour veiller à sa bonne application, mais il faut réfléchir à d'autres dispositifs. Il ne s'agit pas seulement d'avoir en tête de tasser, entre guillemets, la rapidité d'augmentation des prix de l'immobilier en général, et donc sur le locatif par conséquence. Il s'agit aussi de se soucier de la mixité sociale de Paris. Il est parfois fait le procès à Paris, il est à la fois vrai et faux, d'être une ville pour les très riches, pour les très aisés, pour les très aidés. Une ville où la gentrification est une réalité, comme de toutes les grandes capitales d'Europe, Emmanuel Grégoire. Oui, enfin, comme dans toutes les grandes villes, tout court. C'est le cas. Enfin, pour avoir beaucoup voyagé en France... Est-ce que c'est un vœu pieux, c'est même une bonne idée politique, de dire on va lutter contre la gentrification? Est-ce que c'est pas un phénomène sociologique, finalement, qui s'explique par le fait qu'à un moment donné, les libres prix du marché font que les plus riches vont là où les plus riches vont? Oui, mais d'abord dans l'histoire, la gentrification, on en a fait un phénomène d'accélération récent. En réalité, alors les débats de sociologues prendraient 15 jours, mais c'est un phénomène qui existe depuis la nuit des temps dans les grandes villes urbaines. Et les périodes dans l'histoire où il y a eu des reflux des hypercentres ont été des moments particulièrement sombres de l'histoire. Donc en réalité, la dynamique d'attractivité des villes, elle est inhérente à la nature et à l'histoire de l'humanité, que ce soit à Paris ou dans n'importe quelle ville ou pays du monde. Le sujet, c'est celui de la soutenabilité et du long terme. Existe-t-il des outils de politique publique pour corriger ces effets? La réponse est oui. Le logement social en est un, mais il n'est pas suffisant. Et donc, l'une des priorités de notre mandature, à la fois de poursuivre l'effort sur le logement social, mais c'est aussi de stabiliser une offre locative à moyen-long terme sur Paris pour les classes moyennes. Deuxièmement, est-ce que c'est bien ? Parce qu'après tout, on pourrait questionner le bien fondé de cette ambition politique. Évidemment, nous, on pense que c'est bien. Et pourquoi on pense que c'est bien? C'est que ce qui fait, probablement d'ailleurs, c'est un cas singulier dans le monde entier de Paris. Paris a toujours été une ville de diversité sociologique, toujours dans l'histoire. Et avec, vous connaissez cette fracture historique entre le Paris de l'Ouest plus aisé, le Paris de l'Est plus populaire, qui s'est traduit à tous les moments de l'histoire. Enfin, ça s'est à peu près structuré à partir du 15e, 16e siècle, pour plein de raisons très passionnantes, mais que je ne peux pas détailler ici. Et ça a fait la richesse de quartier. Pourquoi? Parce que ça crée ces zones de sérendipité, de mixité sociale, dans lesquelles il y a la tournée, pour reprendre les célèbres expressions, de la tournée des Grands-Ducs, ces lieux de rencontre entre les classes ouvrières, entre les milieux aisés, sur le plan culturel. Emmanuel Grégoire, pour loger les Parisiens qui ne peuvent plus se loger, déjà vous avez perdu 53 000 habitants sur les 5 dernières années, je crois, il me semble-t-il. Donc on est déjà sur une courbe démographique qui est assez négative. Les gens qui veulent quitter Paris parce qu'ils ne peuvent plus se loger, le Covid, le premier confinement, et a fortiori le deuxième confinement, a mis en relief 3 choses: de l'espace, du verre et de l'air. On a redécouvert les vertus d'un balcon, d'une terrasse, d'un espace, et on s'est rendu compte qu'un facteur clé du bien-être dans la copropriété, d'un vrai bien-être, c'est l'espace. Et l'espace, à Paris, on ne peut pas dire qu'il y en ait beaucoup. Clairement, est-ce que les politiques ont les moyens de limiter les prix dans Paris?
bon, ça reste le faut-il. Mais qu'est-ce que vous dites aux investisseurs? Parce que effectivement, vous avez annoncé tout à l'heure, vous dites effectivement, on a cru un risque de désinvestissement massif suite à la mesure des loyers. Effectivement, avec Olivier, on a constaté que non, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Ça veut dire que finalement, cette résilience d'actifs, de placement d'actifs, il faut quand même me rappeler qu'il y a beaucoup d'investissements dans Paris, ça reste toujours aussi attractif, malgré tout. Oui. Malgré une fiscalité qui est parfois un peu compliquée, on peut le dire. Wow. Alors, je voudrais juste compléter ma question. C'est des problèmes de riches, si je peux me permettre. Ouais, votre collègue Yann Brossat, qui est en charge du logement, me semble-t-il, a annoncé, il y a eu une petite volée de bois vert sur Twitter, vous savez à quoi je fais allusion, sur la loi SRU. Où on a Yann Brossat dans une interview qui dit il faut que les municipalités soient au taquet de la loi SRU. Je rappelle, la loi SRU, il faut avoir un stock de logements sociaux dans une ville. Je crois c'est 25%, me semble-t-il. Voilà. Donc on a un Yann Brossat très, très volontaire, très passionné, comme il sait l'être. Sauf que dans Paris, est-ce que Paris applique la loi SRU? La réponse est oui. On est vraiment à 25% de... Non, mais c'est 25% en 2025. C'est ça la loi SRU. Donc après, on y sera donc. Ah oui, on y sera. Enfin, c'est un engagement de mandature et on y sera. Mais enfin, généralement, les gens que j'ai vus sur Twitter se plaindre qu'on n'y était pas, sont pas ceux qui font la promotion du respect de la loi SRU. Mais non, mais c'est Twitter, ça. C'est surtout vos adversaires politiques. Twitter est un univers de rationalité complexe. Non. Moi, j'aime beaucoup la formule. Deux observations sur ce que vous avez dit qui sont très intéressantes. Pourquoi Paris reste très attractive? On verra l'effet Covid. Je ne suis pas très inquiet sur l'effet Covid à long terme. La ville en Europe, l'une des villes les plus attractives. C'est extraordinaire. Oui, mais en fait, pourquoi? C'est parce que justement, il y a cette profondeur historique et patrimoniale. On sait bien qu'un investisseur, c'est pas par le rendement locatif. Le rendement locatif à Paris, il est incroyablement faible par rapport à bien d'autres endroits. C'est pour ça que beaucoup se sont détournés vers Airbnb, justement, en se disant au moins là, il n'y a pas d'encadrement. Tout à fait. Et voilà. Et d'ailleurs, ça a été aussi dénoncé. Je ne sais pas quelle est la politique maintenant de la mairie de Paris, vous allez nous le dire, par rapport justement à... Bon, il n'y a pas qu'Airbnb, mais la location touristique saisonnière. Donc... L'attractivité de Paris est très liée à son histoire, etc. Donc on y investit. Par contre, il y a des comportements opportunistes d'investisseurs et je ne peux pas leur reprocher. Encore une fois, c'est aux législateurs de faire la loi, c'est pas aux investisseurs de s'auto-donner des règles morales etc. Mais simplement, on n'a rien contre Airbnb. J'imagine que tous dans la salle, ça nous est arrivé d'y recourir. C'est pas le sujet. Le sujet sur les plateformes de meublés touristiques, c'est que ça détourne des logements exactement, des Parisiens. Ça fait quand c'est généralisé. Quand on dit qu'on n'a rien contre Airbnb. Airbnb dans un pays comme le nôtre, comme dans certains pays, c'est une plaie. En fait, ça dépend. Il y a des endroits, et moi je connais des petits villages de Dordogne. On a retiré dans des quartiers des appartements qui étaient destinés à la location de longue durée pour des jeunes étudiants, par exemple, des chambres qui font 9 mètres carrés, 10 mètres carrés, qui se louent à des prix. On se demande comment c'est possible même que les gens puissent payer ces prix-là. Des chambres de 9 mètres carrés qui se louent à 110 € la journée. Le rendement d'un meublé touristique, c'est 7 fois supérieur à un locatif normal à peu près, grosso modo. Et encore plus à Paris, et pourquoi c'est si rentable, c'est que la pression touristique est très forte. En même temps, si vous êtes propriétaire d'un petit appart dans Paris, quand on vous dit vous allez faire 3 000 €, 4 000 € de rentabilité, alors que si vous le louiez, il vous rapporterait 870 €, je peux comprendre qu'effectivement ce soit tentant, quoi. Exactement, mais d'ailleurs on n'a aucun problème à ce qu'il soit tenté, simplement il faudrait déjà que les gens respectent la loi. Il y a des villes d'Europe qui ont interdit Airbnb dans leur... la première d'entre elles, c'est San Francisco. Plus de contrôle. Non, mais déjà, appliquer la loi. La loi, elle est simple. C'est 120 jours maximum par an. Au-delà, on a le droit. Mais au-delà, on rentre dans une activité économique pour laquelle on est soumis à une fiscalité. Parce que il y a interdire Airbnb, non, c'est pas possible. Non, je crois pas. Enfin, faut pas interdire. Moi, je suis pas pour interdire. Je suis pas pour interdire. Bon, ça relève pas de la mairie de Paris. Et encore une fois, quand c'est un couple parisien qui veut louer un mois par an son appartement lorsqu'il part en vacances pour prendre un peu de sous, c'est très bien. C'est très bien, au contraire. Mais par contre, pas de location professionnalisée qui fait un effet d'éviction sur le stock de logements disponibles. C'est très difficile à savoir, mais on estime qu'il y a 70 000, 80 000 appartements qui ont été retirés du marché locatif au profit du meublé touristique dans des activités purement spéculatives. Et donc, il faut que le législateur
s'en occupe. Donc le législateur a fait beaucoup de choses ces dernières années. On a beaucoup plaidé pour, avec beaucoup de grandes villes, avec notamment beaucoup d'autres grandes villes sur le plan mondial. Moi, par exemple, à titre personnel, j'ai une préférence, c'est le système berlinois. Le système berlinois est assez simple. Quand vous louez un Airbnb, vous louez une chambre dans un appartement. Voilà. Il y a d'autres qui ont interdit purement et simplement. C'était l'idée initiale, en fait, Airbnb. C'est pour ça que ça s'appelle Airbnb. C'était dormir dans un canapé. C'est le matelas gonflé dans le salon qu'on loue pas cher. Comme quoi, les idées les plus utopistes et les plus conduisent parfois aux énormités les plus absurdes. Mais on n'a rien contre Airbnb. Appliquer la loi. Et nous avons porté la demande auprès du législateur du renforcement des contrôles et puis de l'abaissement du nombre de jours autorisés. Quand vous louez 120 jours, c'est 4 mois par an. Quand vous louez 4 mois par an, ce que permet actuellement la loi, ce n'est pas vrai de dire que vous êtes un résident permanent. Ce n'est pas vrai. Donc voilà. Et ça, c'est un sujet pour soulager, pour rééquilibrer un peu le déséquilibre offre-demande.